19h. Ce journal vous est proposé par Equity BCDC. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Les RDF et leurs alliés ont officiellement quitté le camp militaire de Rumangabo à 50 km de la ville de Goma. Les insurgés ont remis le contrôle de ce camp stratégique aux éléments de la force régionale des États de l'Afrique de l'Est, mais ils n'ont pas abandonné leur position située à Katale. C'est le président de la société civile de Rutshuru au Nord Kivu qui l'annonce. Top Congo FM. Ils ont saisi l'inspection générale des finances pour des enquêtes sur le dossier village Yangunda dans le territoire de Katakokombe dans la province du Sankuru, victime de feu de brousse du 27 juin 2022 selon maître Fils Lupaka qui a déposé la requête. C'est au nom et pour le compte de tous les sinistrés du village de Yangunda que l'IGF est saisi, mais le conseiller juridique et assistant de Jean-Charles Lokoto précise que son client n'a pas touché au fonds destiné à l'assistance des sinistrés. Top Congo FM. Paiement de la prime de la gratuité réajustée, le gouvernement a 48 heures pour répondre aux revendications des enseignants. C'est ce qui ressort de l'Assemblée générale extraordinaire d'intersyndicale des syndicats de l'EPST tenue vendredi à Kinshasa. D'après les représentants des syndicats des enseignants, le gouvernement n'a pas respecté ses engagements. Top Congo FM. Le quartier Matadi Mayo risque de disparaître. 12 têtes d'érosion menacent cette partie de la commune de Mongafula. Les habitants de ce coin de la capitale lancent SOS. Voilà pour le sommaire. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Eric Ambago. Bonjour, les RDF et leurs alliés ont officiellement quitté le camp militaire de Rumangabo à 50 km de la ville de Goma ce vendredi. Les insurgés ont remis le contrôle de ce camp stratégique aux éléments de la force régionale des États de l'Afrique de l'Est, mais ils n'ont pas abandonné leur position située à Katale. C'est le président de la société civile du territoire de Rutshuru au Nord Kivu qui l'annonce. Jean-Claude Bambazé précise que les populations retenues dans les zones occupées sont inquiétées. On l'écoute. C'était aujourd'hui en tout cas une diversion, une scène préparée par l'M23 qui a cédé le camp de Rumangabo à l'EAC, alors qu'en réalité, en tout cas, ce camp militaire était vraiment vide depuis que l'M23 a pris toutes ces zones. Ils n'ont jamais en tout cas occupé ce camp militaire. Ils ont plutôt un quartier général à Katale et nous pensions que c'est ce quartier général qu'ils allaient remettre à l'EAC. Il faut malheureusement ils sont allés tromper les gens au camp militaire alors que leur base, en tout cas, est au niveau de Katale. Donc la force régionale occupe aujourd'hui le camp militaire de Rumangabo. Elle a passé la journée là-bas, ils s'installent dans ce camp militaire. Ça, c'est vraiment pour nous un non-événement parce que ça ne sert à rien d'aller occuper Rumangabo alors que les gens sont encore à Nyiragongo, les gens sont encore à Nyiragongo, ils sont encore à Rukari, ils sont encore dans beaucoup de localités autour du camp militaire de Rumangabo. Le quartier général est à Katale et qui donc... Oui, en tout cas, à voir ce qui s'est passé aujourd'hui, en tout cas, apparemment, ils ne sont pas prêts à se retirer. Pourquoi? Parce que je vous dis que donc la plus grande base M23 dans cette contrée est à Katale. Et au moins, je me sens de parler avec vous, ils sont encore à Katale sans s'inquiéter. Ils viennent de créer une autre base du côté des Mouchos. Et la population des zones occupées toujours menacée? Oui, elle est sérieusement menacée. Donc d'ailleurs, les populations de Biruma et Katale qui venaient de rentrer sur ODM 23 a encore été menacée. Elle a été chassée et nous venons d'apprendre qu'il y a eu même un mort tué par les ODM 23, tiré à bout portant. Jean-Claude Bambazé de la société civile de Rutshuru. Pour le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 2 au Nord Kivu, l'ennemi ne doit pas seulement se retirer de Rumangabo, mais il doit quitter le territoire congolais au risque de faire face à la puissance de feu des forces armées de la RDC. Colonel Guillaume Djike. L'ennemi, c'est pas seulement question de reculer et s'arrêter à Rumangabo. L'ennemi doit rentrer d'où il est venu. Référez-vous aux résolutions du mini-sommet de Luanda. Et nous sommes là, nous sommes prêts. Si l'ennemi observe les résolutions du mini-sommet de Luanda, tant mieux. Et au cas où, écoutez, nous ne pouvons pas tout exposer sur la place publique, mais nous sommes prêts à les renvoyer d'où il est venu de manière à ce que notre population puisse rentrer dans son milieu naturel et qu'elle puisse vivre sa vie de tous les jours. Les insurgés se retirent, mais s'ils tentent de revenir, qu'allez-vous faire? Écoutez, les forces armées de la République démocratique du Congo, notre mission à nous, c'est de tout mettre en œuvre pour protéger l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo.
et plus particulièrement ici à l'est du pays, et c'est le travail auquel les forces armées de la République démocratique du Congo s'attellent. Le colonel Guillaume Djiké, le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 2 dans la province du Nord Kivu, et puis les habitants déplacés à Goma et environ plaident pour l'ouverture de la route Goma-Rutshuru afin de leur permettre d'aller se ravitailler en vivres, car la vie devient de plus en plus intenable sur les sites des déplacés ainsi que dans des familles d'accueil. Pour eux, l'aide qu'ils reçoivent est insignifiante. Par contre, d'autres analystes estiment que cette démarche faciliterait l'infiltration de l'ennemi dans la ville de Goma. Suivez tour à tour Manouvo Gouka et Patrick Paloukou, respectivement coordonnateur Badilika, une ONG de défense des droits humains œuvrant à Rutshuru, et Patrick Paloukou, coordonnateur de la Véranda Mutshanga au Nord Kivu. Ils sont au micro de Jonathan Kombi. Les déplaçants des villages touchés par les atrocités vivant à Goma, Kibirizi, Kanyabayonga, Vichumbi mènent une vie mortuaire. Le déplaçant plaide à travers Badilika l'ouverture de la route Goma-Kiwanja Lubero et Kalengera Kishishi Rwindi. Et cela pourra non seulement soulager la souffrance de déplacés qui pourront rentrer dans leurs villages respectifs afin de subvenir aux besoins de leur famille, au lieu de rester à attendre les aides rarement récits, mais aussi l'ouverture de ces tronçons pourront permettre à certaines familles de Goma, Vichumbi, Kanyabayonga, Lubero, voire aussi Bukavu de se ravitailler en vivre et réduire le prix de denrées alimentaires qui a galopé ces derniers temps. Il y a cette reprise du trafic des motos, le trafic devenu presque normal ce vendredi. Et ça, en tout cas, nous ne savons pas qui a ordonné cette reprise. Si c'est le gouvernement de Kinshasa, on ignore. Si c'est l'administration des terroristes du M23 Rwanda, on ignore. Si c'est l'EAC qui coopère désormais avec les terroristes dans cette région, on ne sait. En début des alertes sécuritaires sur l'infiltration renforcée et tentative de jouer visant à conquérir Goma, les autorités semblent être sensibles et tiennent aux accords politiques signés avec les terroristes. Des propos recueillis par Jonathan Kombi. Les acteurs de la société civile à Goma affirment que les prix des biens et services ont pris l'ascenseur depuis le déclenchement de la guerre à l'est du pays. On écoute Marion Gavo, président de la société civile de Goma, au téléphone de Peggy Wabinou. Pour la ville de Goma, par exemple, le transport par bus ou voiture de 25 et 25 $ pour 1 ou 2 jours de voyage est passé de 40 à 60 pour 4 ou 6 jours de voyage. Les vivres en provenance de Lubero, de Beni et de Lituri pourrissent en cours de route. Le constat du manioc qui se détériore une fois arrivé à Goma pour la cuisine. Les denrées alimentaires deviennent rares et les prix ont sérieusement doublé ou triplé dans la ville de Goma. Plusieurs familles de Goma et tous les déplacés de guerre vivent dans la situation socio-économique de plus en plus difficile. C'est pourquoi la société civile de la ville de Goma et toute la population demande à l'autorité provinciale qui, pendant ce mandat, qui est finissant, aurait triplé les recettes provinciales sur le dos des pauvres populations contribuables affectées par la guerre. Nous lui demandons de dépêcher urgemment les engins immobilisés à Goma et du personnel technique de l'office des routes sur son tronçon en vue de sa réhabilitation immédiate. Si cela n'est pas fait, d'ici lundi 9 janvier 2020, la société civile et toute la population du Nord Kivu constateront malheureusement que notre gouvernement est complice du malheur du Congolais ou du plan de balkanisation Marion Gavo de la société civile de Goma. Du côté du gouvernement provincial, on confirme que les fonds sont déjà débloqués en vue de réhabiliter ces taxes et ainsi permettre aux véhicules transportant des vivres de passer moins de temps pour atteindre Goma et vice-versa. Maître David Kamwa, conseiller spécial du gouverneur militaire du Nord Kivu en charge des finances et reconstruction, explique dans ses propos choisis par Jonathan Kombi. L'autorité provinciale vient de prendre de grandes décisions. La première, c'est qu'à partir de demain même, l'office de route va mobiliser tous les moyens pour aller recommencer les travaux de la route Sake-Walikale. La route a été ouverte, elle a été praticable pendant le temps, mais avec les éboulements liés à la période des pluies,
il y a eu beaucoup d'éboulements. Pour ce qui concerne l'axe Sake-Bweremana, l'autorité provinciale vient d'accéder à la doléance des transporteurs puisque eux-mêmes désormais vont devoir s'occuper de l'arrangement de ces tronçons. Eux-mêmes vont devoir percevoir le péage route pour maintenir ces tronçons à bon état de praticabilité pour qu'effectivement il y ait la fluidité non seulement des personnes mais également des biens. Pour ce qui concerne l'axe Sake-Kanyabayonga à passant par Mweso, je pense que vous avez suivi la réunion du Conseil provincial de sécurité. Il a été décidé que désormais cet axe sera accordé à deux attributaires. D'abord, de Sake jusqu'au milieu de la route, ça sera Quatramar, et du milieu de la route jusqu'à Kanyabayonga, ça sera Prémidis qui va s'occuper désormais de cette route. Et nous sommes heureux d'annoncer qu'aujourd'hui, il y a eu quand même quelques véhicules qui ont quitté les bourbiers où ça faisait très mal. Et l'autorité provinciale a accordé les moyens à Quatramar pour aller s'occuper de ce travail. Maître David Kamoa, conseiller spécial du gouvernement militaire du Nord Kivu, en charge des finances. Direction le Grand Bandundu pour parler conflit entre Teke et Yaka à Kwamut dans le territoire de Maïdombe. Les chefs coutumiers Teke ont déposé plainte à l'auditorat militaire contre les présumés auteurs de crimes incendie volontaires, faux en écriture et détention illicite des armes à feu et diffamation. Ces chefs coutumiers veulent que les auteurs de ces incidents et massacres répondent de leurs actes et que justice soit réellement faite. On écoute Maître Gavuka Maya, l'un des avocats conseils des plaignants au micro de Rémi Moulingati. Nous avons déposé la plainte parce que nous voulons à ce que la justice soit faite. Il y a eu des gens qui sont passés à Kwamoto. Ils ont dit de n'importe quoi, mais ce sont eux qui sont les instigateurs. Parce que nous ne voulons pas citer leurs noms. Aussitôt ils vont prendre fuite, nous nous taisons, mais nous avons quand même introduit notre plainte à l'auditorat général pour que dans les jours à venir, ces gens-là se présentent. Et surtout que les chefs de l'État, depuis son accession au pouvoir, il avait prôné et il continue à prôner l'état des droits. Nous voulons à ce que tous ces gens-là soient déférés devant la justice et que nous, en tant que collectif d'avocats et conseil des chefs coutumiers, nous puissions faire notre travail. Et c'est là devant les juridictions militaires. Parce que tout ce qu'ils ont fait, cela ne constitue rien d'autre que les infractions telles que le crime de génocide. Nous avons un peu plus loin, nous parlons de l'association des malfaiteurs parce qu'il y a tout un groupe, toute une écurie qui parle des Mobondo. Et lorsque vous prenez toutes ces histoires-là, vous allez comprendre que c'est tout un complot qu'ils ont fait pour exterminer les peuples Teke. Maître Ngavuka Maya, et pour mettre fin à ces atrocités, les chefs coutumiers Teke appellent le gouvernement à faire respecter les résolutions signées entre toutes les parties devant le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Le chef coutumier Stani Libi, alias Obama, qui l'a dit sur Top Congo ce vendredi, estime que la situation actuelle ne permettra pas à la population de participer massivement aux opérations d'identification et enrôlement des électeurs en cours. On l'écoute. Nous demandons au gouvernement de revenir aux résolutions qui ont été prises au niveau du VPM. Et s'il faut faire une mission de pacification, je crois que c'est au niveau du VPM de réunir une commission composée et des députés de la contrée et des FARDC et le gouverneur de 3 provinces réunis à côté des trois groupements de tous les trois provinces réunies. Comme ça, il peut faire une descente sur le terrain en entendant qu'on puisse déguerpir. Parce que jusque-là, il y a certains qui ne sont pas déguerpis. Il est parti juste au niveau de Kwamut, il est venu, arrivé à Salongo, il a pris des jeunes gens qu'il a coiffés, qu'il est allé les brasser dans l'armée. Quand il demande à la population de rentrer, alors que ces gens sont en train toujours de guetter les retours de la population de manière qu'on puisse les attaquer comme fut le cas de Doumou. Et les chefs doivent rentrer premièrement, faire des cérémonies parce qu'on a tué, on a foulé des lieux sacrés, la terre apparemment n'est plus comme ça se doit. Les chefs coutumiers doivent rentrer faire leurs cérémonies comme leurs traditions le disent. Comme ça, après on peut faire appel à la population quand ils remarqueront, ensemble avec le gouverneur, ensemble avec les FARDC, pour déclarer totalement qu'il y a la paix. Le chef coutumier Stani Libi alias Obama, et
Puis plus de 500 000 dollars américains déjà mobilisés et disponibilisés par le gouvernement congolais pour assister les victimes du phénomène Kamuna Nsapu qui avait secoué la région du Kasaï de 2016 à 2018. C'est Modeste Mutinga, ministre des Affaires sociales et humanitaires, qui l'a annoncé vendredi au cours d'une conférence de presse à Kananga, dans la province du Kasaï central, où il séjourne pour évaluer le nombre des victimes. À l'en croire, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, avait été interpellé sur la situation de ces victimes lors de son passage dans la région. Modeste Mutinga est au micro de Alain Saveur Makoba, notre permanent à Kananga. Dans la province du Kasaï occidental, il y a eu des morts, des milliers de déplacés qui sont partis de Kamuna Nsapu à Dibaya en direction de Bandundu, en direction de la province du Kasaï oriental. Il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu des centaines de milliers de déplacés. Cette situation est demeurée enrayeuse. Et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a séjourné dans l'espace Grand Kasaï, a été interpellé sur cette question importante. Et le Premier ministre, de son côté, a décidé qu'une assistance rapide soit organisée pour venir en aide à cette population. Cette assistance est déjà disponible. Nous sommes venus nous rendre compte de l'état des lieux sur place pour que cette assistance puisse parvenir à ces nombreuses victimes. Cette assistance est évaluée à combien d'argent pour ces victimes? De toutes les façons, pour tout le travail, on a plus de 500 000 dollars. Le ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires. Entre-temps, les résolutions du Forum pour l'unité, la cohésion, la paix sociale et le développement de l'espace grand oriental sont des valeurs à capitaliser. C'est ce qu'estime le sénateur Norbert Samaki. Ce parlementaire de la province du Haut-Uélé suggère que des exemples qui ont été donnés lors des assises de Kisangani puissent impérativement servir d'autres provinces. Pour lui, il aurait fallu organiser des mini-forums dans des provinces de la Grande Orientale avant même la tenue de ce grand forum de Kisangani. On écoute le sénateur Norbert Samaki au micro d'Alain Panguimo, le correspondant de Top Congo dans la province du Haut-Uélé. Solidarité, développement, sécurité sont des choses qui intéressent toute l'ex-province orientale. Est-ce qu'aujourd'hui il y a solidarité dans l'Ituri, dans les Bazouélé, dans la Tchop? Est-ce que les enfants de Haut-Uélé parlent le même langage? Nous devons avoir honte. Le développement est déséquilibré. La richesse du Haut-Uélé est équitablement partagée entre les 6 territoires et la ville d'Issiro. L'exemple qui a été donné à Kisangani doit servir les Haut-Uélé. J'étais très choqué. Une autorité s'est adressée aux députés pour leur dire qu'aux élections prochaines, il faut élire les députés qui sont des pères et des mères du Haut-Uélé. Nos enfants qui sont nés des mères qui ne sont pas de Haut-Uélé, ils n'ont aucun droit politique dans cette province. Nos enfants qui sont nés mères de Haut-Uélé, pères d'autres provinces, qui ont grandi ici dans les Haut-Uélé, il faut leur dire qu'on les exclut des courses. Nous devons changer, c'est une nouvelle année, une nouvelle attitude qui doit être adoptée après le forum de Kisangani. Il aurait fallu que des mini-forums se tiennent dans les différentes provinces avant les grands forums. Tant mieux. Comme on a commencé par les grands forums, il faudrait que chaque province se remette en cause. Parlons comme du nationalisme provincial. Si nous n'aimons pas notre province, comment prétendre aimer tout le Congo? Le journal, toute l'info du canal Info, la fréquence, utile de Kinshasa. En relevant les électeurs, les députés provinciaux de l'Équateur relèvent un certain nombre de faiblesses dans cette opération. Ils ont notamment évoqué des problèmes techniques. Ils ont également souligné que le délai d'1 mois est irréaliste pour enrôler dans la province de l'Équateur. Dans une déclaration lue vendredi par le rapporteur du bureau permanent, Peter Loposé, les élus provinciaux ont proposé des pistes de solutions à la CENI pour l'amélioration du travail. Le délai d'1 mois pour l'opération de l'identification et de enrôlement des électeurs est insuffisant au regard de la population qui regorge la province de l'Équateur. Insuffisance des machines dans les centres et surtout que nombreuses d'entre elles ne sont pas au bon état. Insuffisance des techniciens pour toute la province de l'Équateur. Lenteur de l'opération par les opérateurs de saisie. La population se déplace à plus de 10 km. Soucieux de voir cette opération électorale se dérouler normalement avec les résultats escomptés et permettre à la population de l'Équateur à se faire enrôler massivement
nous proposons ce qui suit. La prolongation de la durée de cette opération d'au moins 3 mois comme dans les processus électoraux passés. Dotation de nouvelles machines de bon état au centre d'enrôlement. Renforcement des effectifs des techniciens en les affectant dans tous les territoires de l'Équateur. Augmentation des nombres de centres. Peter Lepou, c'est le rapporteur du bureau de l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Dans le territoire d'Idiofa, dans la province du Kwilu, plusieurs irrégularités sont dénoncées par la société civile. Pour le coordonnateur de cette structure, Jean-Marie Bels, il y a des centres d'enrôlement qui ne sont pas encore opérationnels. On l'écoute au téléphone de Pascal Kapalaï. La CENI a ajouté 6 000 nouveaux centres d'inscription sur toute l'étendue de la RDC. Le territoire d'Idiofa n'a bénéficié d'aucun nouveau centre, d'où le problème de la distance persiste. Dans la plupart des groupements, la population devra parcourir plus ou moins 20 km pour se faire enrôler. Les affectations des contrôleurs techniques territoriaux n'ont pas été bien sélectionnées. On retrouve sur la liste revenue de Kinshasa beaucoup de noms de personnes qui n'ont pas suivi la formation, mais qui sont déjà lancées sur le terrain. À ce jour, beaucoup de centres d'inscription ne sont pas encore ouverts au public, notamment dans les secteurs de Belo-Madimbi, secteur de Boulouem, Matar et dans beaucoup de villages. Il se pose un problème sérieux d'énergie pour faire fonctionner les kits d'enrôlement. On utilise les anciennes batteries lithium de 2017-2018 qui se rechargent vite. Il faut parcourir plus ou moins 20 km pour les charger. L'enrôlement d'un électeur prend plus ou moins 15 minutes comparativement à la 2018 où on utilisait 5 à 6 minutes. Dans certains centres d'inscription à des kits, un kit est bloqué et ne fonctionne plus. Cas de l'EP-Longo et de l'EP-3. Jean-Marie Bels, coordonnateur de la société civile d'Idiofa dans la province du Kwilu. Dans la province de la Chuapa, à Ikela, certaines organisations de la société civile dénoncent des irrégularités, notamment la délocalisation de certains centres d'inscription au profit de certains acteurs politiques de ce coin du pays, le manque de frais supplémentaires, frais de transport et autres. C'est ce qu'affirme Piero Kituri de la Voix citoyenne, une organisation de la société civile. Selon lui, l'opération n'a débuté que jeudi dans quelques villages et groupements, mais le matériel n'est pas suffisant pour aider les agents de la CENI à enrôler un nombre important d'électeurs. Piero Kituri est au micro de Rachel Innosiwe. Les autorités de la CENI Ikela ont disponibilisé 5 groupes électrogènes pour servir 49 villages en termes de recharger les batteries, des dispositifs électroniques servant l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs, avec toutes les difficultés observées en termes de l'inaccessibilité des routes et des ponts. Comment ces agents de la CENI dans les territoires d'Ikela vont se comporter en robot? Il n'y a pas frais de transport, des va-et-vient pour faciliter la tâche. Nous demandons à la CENI, au niveau central, de renforcer notre CENI ici à Ikela en termes de groupes électrogènes et de frais supplémentaires pour faciliter les transports et renforcer les carburants pour rendre l'opération d'identification et d'enrôlement plus fiable à Ikela. D'instruire aux autorités de la CENI Ikela de la non-délocalisation des centres d'inscription au profit de certains animateurs politiques du roi. Nous demandons aussi à la CENI de prolonger l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans les territoires d'Ikela jusqu'à mars en vue de servir l'ensemble de la population d'Ikela, de sanctionner les agents qui sont responsables des actes antidémocratiques et qui suscitent les désordres dans l'ensemble de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs, car nous souhaitons que tout le monde ait sa carte d'électeur pour s'assurer des élections exclusives, fiables, libre, transparente et apaisée. Piero Kituri de l'ONG Voici Voix citoyenne basée à Ikela dans la province de la Chuapa. Les nouveaux bourgmestres de Kinshasa sont entrés en fonction. Les cérémonies de remise reprise se sont déroulées dans le calme dans plusieurs communes. Mais une structure de la société civile déplore 2 incidents qui ont émaillé ce processus dans 2 municipalités. Il s'agit de la commune de Kimbanseke où le nouveau bourgmestre, Madame Picasso Makofi, nommée par le chef de l'État, n'est toujours pas notifiée par le ministère de l'Intérieur. Il y a aussi la commune de Kitambo où le bourgmestre adjoint sortant a été victime d'une agression de la part des partisans de son successeur qui lui réclamait le véhicule officiel. On écoute Justin Bahati, président de la société civile, composé
composante jeune. Il est au téléphone de Dominique Dinanga. Le premier constat est tel que Madame Picasso Makofi, bourgmestre de la commune de Kimbaseke, nommée par ordonnance, n'est pas notifiée et jusqu'aujourd'hui n'est pas remise dans ses fonctions en tant que bourgmestre. Il faut que le chef de l'État en trouve des solutions. Il faut que toutes les instances s'y impliquent pour remettre Madame Picasso Makofi dans ses droits. Le deuxième élément qui est trop amer, ce qui est dans le processus de remise et reprise dans la commune de Kitambo, nous avons assisté à une agression, à un combat physique orchestré par les éléments ou les accompagnateurs du bourgmestre adjoint entrant. Ces derniers réclamaient à la Jeep, tenant mordicus de ne pas quitter le bureau ni quitter l'espace s'il n'a pas reçu sa Jeep. Et le problème, nous nous sommes dit, mais est-ce que c'est la Jeep qui intéresse le bourgmestre adjoint ou il est venu pour un travail que l'État lui a confié? Alors, dans ce même processus, nous avons assisté à une séquestration de gens. Nous avons vu les éléments qui accompagnaient le bourgmestre adjoint s'attaquer physiquement à celui qui l'a remplacé, tenir vraiment des propos dégradants. Et nous continuons à condamner fermement. Ça, c'est une attitude irresponsable pour quelqu'un qui prétend gérer une entité. Le problème de Jeep serait ou sera réglé entre eux et sûrement que le bourgmestre sortant après nos enquêtes adjoints est maintenu comme bourgmestre titulaire dans la commune de Lingwala. La Jeep peut servir à Lingwala comme à Kitambo. Et surtout qu'il n'a pas trouvé aussi sa Jeep sur place, c'est ce qu'il nous a donné comme source d'information. Justin Bahati, président de la société civile composante jeune à Kinshasa. C'est peut-être la fin de la confusion à l'Union pour la démocratie et le progrès social. Les 9 structures qui composent la CDP, la Convention démocratique du parti, se réunissent depuis vendredi à Kisantu dans la province du Congo central. Ces assises convoquées par le secrétaire général de l'UDPS visent d'abord à remettre de l'ordre au sein de cette composante dans le strict respect des statuts qui régissent cette organisation politique et puis donner des orientations claires au parti à l'approche des élections de décembre 2023. On écoute Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, au téléphone de Dominique Dinanga. Ça fait beaucoup de temps que les gens disaient qu'il y a beaucoup de désordre au sein de l'UDPS, au moment où il n'y en avait pas, seulement qu'il y avait des individus qui voulaient se substituer aux lieux et places des textes de base de l'UDPS ou bien des structures de l'UDPS. Vous avez suivi M. Wakwenda qui se présentait comme étant le président de la Convention, au moment où il était conscient que la Convention ne peut jamais fonctionner sans la participation de toutes les forces vives de l'UDPS reconnu par l'article 30, raison pour laquelle il avait connu des problèmes en premier lieu avec ses collègues membres de la 9e composante de la structure Convention démocratique. La Convention démocratique, c'est une structure où vous allez trouver 9 composantes. Et la Convention démocratique joue un rôle important comme un mini-congrès. Mais fort malheureusement, il y avait un individu qui jouait tous ces rôles-là, qui agissait au nom de toutes les 9 composante de la structure Convention démocratique. Vu les désordres entretenus au sein du parti par certains individus qui commençaient à se servir de M. Wakwenda de faire les désordres au nom de la Convention démocratique. C'est comme ça que tous les membres de l'UDPS ont jugé bon de se réunir dans la Convention démocratique et décider. L'opinion peut être contente que la Convention démocratique, la vraie, est en train de s'organiser à Kisantu pour donner des orientations au parti comme nous nous approchons des élections d'ici le mois de décembre. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Tshisekedi. Ils ont saisi l'inspection générale des finances pour des enquêtes sur le dossier du village Yangounda dans le territoire de Katakokombe, province du Sankuru, victime de feu de brousse du 27 juin 2022. Selon Maître Fils Lupaka, qui a déposé la requête, c'est au nom et pour le compte de tous les sinistrés du village de Yangounda que l'IGF est saisi pour que les détourneurs des fonds soient déférés devant les instances judiciaires. On écoute Maître Fils Lupaka au micro de Jean Simakwala. Je suis accompagné de la délégation de la communauté de ressortissants du village de Yangounda qui ont été bénéficiaires d'une assistance financière à la hauteur de $257 000 américains de la part du gouvernement de la République démocratique du Congo. Malheureusement, cette assistance a été détournée à un niveau. C'est comme ça que nous sommes venus saisir l'inspection générale des finances qui est bien sûr engagée à la traque des délinquants financiers contre bien sûr le ministre des Affaires sociales à travers qui ce montant
a été déboursé en faveur des sinistrés, mais malheureusement, le montant a disparu et que jusqu'à présent, les sinistrés n'ont reçu des biens qui ne représentent même pas $40,000 sur $257,000. Que l'IGF puisse mener les enquêtes, identifier les vrais auteurs et que justice soit rendue pour que vraiment les vrais auteurs soient déférés devant les instances judiciaires et que justice soit rendue aux victimes du sinistre. Nous sommes en train de saisir l'IGF contre le ministre des Affaires sociales ainsi que M. Jean-Charles Okoto Lolakoumbe qui en a fait une récupération politique. Donc ils doivent expliquer où est passé l'argent du contribuable congolais destiné à soulager tant soit peu la souffrance des sinistrés. Et en réaction, maître Roger Paulet, conseiller juridique et assistant du député Jean-Charles Okoto, précise que son client n'a pas touché au fonds destiné à l'assistance des sinistrés. Il se réserve le droit de traduire en justice ceux qui vont injustement citer son client dans ce dossier. Maître Roger Paulet. L'honorable Jean-Charles Okoto avait entendu les cris de détresse de la population du Sankuru en général et des Katako et le gens en particulier qui avaient été victimes des incendies de brousse lors des incinérations de feux de brousse. Voilà. Le gouvernement a entendu et a débloqué des fonds qui ont été destinés pour leur venir en aide. Les fonds ont été pris et surtout gérés par le ministère des Affaires sociales et de la Solidarité nationale. Venir aujourd'hui encore une fois citer les noms de l'honorable Jean-Charles Okoto qui d'ailleurs n'était pas seul lorsqu'ils ont accompagné la délégation du ministère. Il était accompagné de plusieurs députés nationaux provinciaux, des Katako comme des Lodja. C'est une récidive quant aux propos désinvoltes de cet avocat qui continue de saper l'honneur de l'honorable Jean-Charles Okoto. Encore une fois, nous mettons en garde quiconque pourrait encore une fois revenir dans cette histoire qui appartient déjà au passé et dont le ministère des Affaires sociales avait réclamé la paternité, que ce soit dans la gestion comme dans les achats des biens destinés à ces sinistrés. Hubert Tessika, qui est le directeur de cabinet de ce ministère, l'avait lui-même déclaré en son temps. Et donc, encore une fois, citer les noms de Rome et Jean-Charles Okoto, frise, la diffamation et surtout les imputations dommageables dont la personne peut être poursuivi quant à ce. Maître Roger Paulet, le conseiller juridique du député Jean-Charles Okoto. Et face à la montée des détournements des deniers publics, le député national Steve Bikayi dénonce l'inefficacité de la justice et plaide pour plus de sanctions à l'encontre des magistrats véreux. À en croire cet ancien ministre, les débordements enregistrés par les politiques seraient motivés par l'absence des jugements objectifs. Pour lui, la réforme de la justice, passant par l'instauration de la prise à partie et des sanctions contre les magistrats corrompus, sont nécessaires dans la lutte contre les détournements opérés par certains responsables. On l'écoute au téléphone de Trésor Kiyombo. J'ai observé depuis que le mandat a commencé, j'ai vu la volonté que le président a de pouvoir arranger les choses, notamment en faveur de la population. Mais il y a eu autant de tournements, autant de malversations financières. IGF fait son travail, mais quand les gens sont entre les mains de la justice, les magistrats véreux s'en servent et puis libèrent les gens. Ça devient un cercle vicieux. Et dans l'entourage du chef, il y a eu beaucoup de gens qui ont commis des gaffes, notamment, en commençant par le procès 100 jours. Alors, j'ai relevé que ce sont là les épines qui sont dans les pieds du chef de l'État. Il faudrait une frappe chirurgicale pour extirper ça, de sorte qu'au second mandat qui vient, qu'on puisse reformer la justice. Pourquoi faut-il épingler systématiquement l'appareil judiciaire alors que le mal, ce sont les politiques qui le pratiquent? Non, le mal, c'est la justice, parce que comme dit la Bible, la justice élève une nation. Quand les gens ont volé, détourné, et c'est clair, et que au nom de ce qu'on appelle indépendance, la justice, on libère ces gens là-bas après corruption, je crois que cela dope toute l'action du président de la République. La réforme de la justice doit commencer par où exactement? Il faut réfléchir sur, il y a ce qu'on appelle la prise à partie, comment renforcer ça, comment est-ce que le président de la République en tant que magistrat suprême pourrait mettre en place un système de sanctions qui ferait que les magistrats les plus véreux puissent être sanctionnés sévèrement. Le député national Steve Bikayi, interrogé par Trésor
Kiyombo. Et puis la durée de la concession ordinaire des biens immobiliers n'a jamais été modifiée. Elle est toujours de 25 ans et non 99 ans pour les étrangers. C'est la précision apportée par la Commission politique administrative et juridique de l'Assemblée nationale. Son rapporteur, le professeur Daniel Baou, précise que l'article 70 de la loi 73-021 du 20 juillet 73 n'a pas été touché par le projet de modification du ministre des Affaires foncières. Il s'insurge contre les fausses informations répandues ces derniers jours sur les réseaux sociaux. On l'écoute. C'est une supplication inutile qui n'a aucun fondement de droit. Le gouvernement a déposé un projet de loi modificatif, la loi du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier. Ce texte, de manière démocratique, a été déclaré recevable à l'Assemblée nationale à l'issue du débat général. Et actuellement, je dois vous l'affirmer avec précision, ce texte est en examen approfondi par la commission compétente qui est la commission PAJ. Dans l'actif de ces textes, il faut le noter, il y a énormément d'innovations structurelles. Désormais, en sus de droit réel reconnu, il va y avoir un nouveau droit réel qu'on va appeler le droit réel foncier coutumier. Donc on reconnaît de plus en plus de pouvoirs aux coutumiers, des pouvoirs qui étaient jadis méconnus aux coutumiers par les droits écrits. La disposition dont on fait allusion, l'article 70, qui fixe la durée de la concession ordinaire à 25 ans, n'a pas fait objet d'amendement. Ces textes ne visent pas cette disposition. Ils n'ont pas lu les amendements de la plénière, les options qui ont été levées à la plénière. Écoutez, parce que nous sommes dans un état où la diabolisation est devenue monnaie courante. C'est comme ça certaines personnes très mal intentionnées, de mauvaise foi, s'appuient, je ne sais sur quelle motivation, pour porter atteinte non simplement à l'image du gouvernement congolais qui a en bonne et due forme déposé ce projet de loi, mais aussi à l'Assemblée nationale qui est en train d'examiner ces textes. Le rapporteur de la commission PAJ de la Chambre basse du Parlement, Daniel Baou. Promesse du chef de l'État Félix Tshisekedi de faire de la date du 6 avril une journée chômée et payée en RDC à la COSECAF, coalition des organisations de la société civile pour l'émergence du Congo et l'Afrique. On rappelle que plus de 2 ans sont passés depuis que le président de la République a fait cette promesse. Son concrétisation, Jonas Lenda, coordinateur de la jeunesse de cette organisation, qui a lu une déclaration, rappelle que la matérialisation de cette promesse du chef de l'État permettra la valorisation du combat du prophète Simon Kimbangu. On écoute Jonas Lenda. Le comité directeur de la coalition des organisations de la société civile pour l'émergence du Congo, s'interrogeant sur la matérialisation de la promesse faite du haut de la chaire du majestueux temple sacré d'Nkamba, comme vous le savez, prenant la parole le mardi 6 avril 2021 à l'occasion de la célébration du 100e anniversaire de la création de l'église kimbanguiste, le chef de l'État a demandé à vous, honorable Christophe Mbosso et honorable Modeste Bahati Lukwebo, respectivement président de l'Assemblée nationale et président du Sénat, de vous investir afin que les députés et les sénateurs fassent de la date du 6 avril un jour férié, chômé et payé en République démocratique du Congo, en reconnaissance de Papa Simon Kimbangu et de la lutte qu'il a menée pour la libération de l'homme noir et de toute personne opprimée. Cependant, depuis cette date jusqu'à ce jour, cette demande expresse du chef de l'État n'a jamais fait l'objet d'un débat lors des plénières à l'Assemblée nationale comme au Sénat. Pour le moment, rien de concret n'a encore été fait pour que cette date du 6 avril soit légalement déclarée fériée, chômée et payée. Chaque jour, avec Top Congo FM, l'information comme il se doit, avec Top Congo FM, la radio de toutes les générations. Lancement de Transacademia. Les étudiants ont reçu les assurances du ministre intérimaire des Transports sur le début effectif de ce programme dans un bref délai. Marc Ekila a échangé avec la délégation des étudiants du Congo représentant 4 établissements d'enseignement supérieur public. Les représentants des étudiants se sont dit rassurés et ont appelé leurs camarades au calme. Marc Ekila a rappelé que Transacademia est une société exclusivement dédiée aux étudiants congolais par le chef de l'État. Le directeur général de Transacademia a souligné que l'entrée en service de cette entreprise nécessite la prise en compte de certains préalables. Suivez tour à tour Christian Kalonji, président des étudiants du Congo, et Georges Ongelo, DG de Transacademia. Ils sont tous au micro de Mamichella. Ce que nous pouvons dire à nos camarades étudiants qui vont nous suivre à la maison, c'est que, comme vous nous avez fait confiance de porter haut votre voix, nous le faisons sans vergogne et nous vous assurons que l'excellence, le DG et toute son équipe travaillent
travaillent en nous considérant et ils travaillent avec nous. Ces bus sont les nôtres, nous devons les protéger, nous devons faire de sorte que la société Transacademia dure dans le temps et dans l'espace. Et comme vous savez, toute œuvre naissante demande assez d'efforts et beaucoup d'éléments qui doivent entrer en ligne de compte. Il ne faut pas oublier que Transacademia naît du néant, naît d'un projet, d'une promesse du chef de l'État et nous devons tout mettre en œuvre, tout alors. Commençant par le recrutement, la formation, les installations, le bureau. Donc il n'y a pas que l'aspect des bus. Certes qu'on a vu le bus, mais il y a tout un arsenal derrière des éléments qui doivent être mis en place pour que l'effectivité. C'était l'occasion d'expliquer, comme j'ai dit, certains challenges que nous avons rencontrés et que nous sommes en train de relever petit à petit. Dans un délai raisonnable, les bus vont pouvoir circuler, parce que n'oubliez pas que Transacademia, ce n'est pas seulement le bus, mais Transacademia a le privilège d'apporter une solution dématérialisée. Vous avez suivi tour à tour le président des étudiants du Congo et le directeur général de Transacademia. Paiement de la prime de la gratuité réajustée, le gouvernement a 48 heures pour répondre aux revendications des enseignants. C'est ce qui ressort de l'Assemblée générale extraordinaire de l'intersyndicale des syndicats de l'EPST tenue vendredi à Kinshasa. D'après les représentants des syndicats des enseignants, le gouvernement n'a pas respecté ses engagements pris avant la rentrée scolaire lors de la dernière commission paritaire gouvernement-ban syndical de l'EPST. L'intersyndicale annonce un sit-in de tous les enseignants et les membres de l'administration de l'EPST mardi 10 janvier devant le ministère des Finances. Un sit-in pour dénoncer le blocage des primes et autres avantages des enseignants. Godefroy Matondo est porte-parole de l'intersyndicale de l'EPST. Tous les dossiers relatifs à la mise en œuvre effective de la gratuité de l'enseignement sont injustement bloqués par le ministre des Finances, à savoir réajustement de la prime de gratuité des enseignants du primaire sur toute l'étendue du territoire national, prime d'encadrement de la paie des agents et cadres des services centraux de l'EPST, au regard de la mauvaise foi du gouvernement de la République, l'intersyndicale des syndicats des enseignants de l'EPST a décidé ce qui suit. Que les enseignants reprennent le cours ce lundi 9 janvier 2023. Demande au ministre des Finances de libérer sans délai tous les dossiers de l'EPST évoqués en ayant 48 heures à dater de ce vendredi 6 janvier 2023. À défaut par le ministre des Finances de s'exécuter, l'intersyndicale de l'EPST demande à tous les enseignants, services centraux, inspections, bureaux gestionnaires et écoles de se présenter le mardi 10 janvier 2023 au ministère des Finances pour un sit-in et éventuellement pour des grandes décisions qui s'ensuivraient. Godefroy Matondo, le porte-parole de l'intersyndicale de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Parlons de l'électrification des milieux ruraux et périurbains. L'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain est désormais présente dans le Grand Équateur. L'ANSER avait dévoilé au président de la République son portefeuille de projets d'investissement prioritaire pour son pool Grand Équateur, soit un total de 11 projets. C'était à l'occasion de la conférence des gouverneurs tenue à Bandaka en décembre dernier. Ils sont à inscrire dans le volet électrification du programme de développement des 145 territoires. Prenant appui sur l'approche décentralisée, ce portefeuille de projets fait appel à la petite hydroélectrique et aux centrales solaires à installer. Détail, Walter Couille. Pour un total de bénéficiaires estimé à 77 250, ce portefeuille énergétique concerne le nord Ubangi, le sud Ubangi, la Chuapa, l'Équateur et la Mongala. Cette présentation s'est effectuée en marge de la cérémonie d'inauguration du bureau de son pool Grand Équateur par le chef de l'État en séjour à Mbandaka. Ce déploiement offre à l'ANSER la possibilité d'apporter son expertise technique aux autorités locales de ces 5 provinces en rapport avec des questions d'électrification et de réaliser en leur faveur des projets énergétiques pour l'éclosion des économies locales. Patrick Onokoko est directeur technique à l'ANSER. On a atteint l'objectif parce que c'était d'abord lancer le projet dans sa première phase. Nous sommes déjà déployés dans les 5 provinces de l'espace Grand Équateur. Il fallait commencer ici dans la ville de Guado pour pouvoir couvrir les 164 km que le gouverneur a demandé. L'impact de l'électrification rurale commence à se faire sentir sur le plan socio-économique dans le Grand Équateur.
Nous sommes ici à Guadolite. Nous sommes très contents du fait que nous voyons l'électricité. Nous sommes tous bien éclairés. C'est très joli. À l'électricité, il faut ajouter l'eau, insiste la population. Nous sommes très contentes de voir la lumière. Ajoutons-nous de l'eau 24 heures sur 24. On sera beaucoup plus contents. Très rapide, c'est le socle de développement. Si nous avons des pareilles œuvres, c'est un atout vraiment pour la province. L'ANSER a ouvert ses bureaux de Mbandaka et présenté son portefeuille de projets pour le Grand Équateur. Idesbald Shinamula est directeur général de l'ANSER. L'ANSER est l'organe de l'État qui s'occupe de l'électrification des zones rurales et périurbaines où justement la SNEL n'y est pas. Et pendant longtemps, ce sont des zones qui ont été abandonnées. Notons que le mois de décembre dernier, l'ANSER a déjà réalisé son premier projet qui est celui d'éclairage public dans le chef-lieu des 5 provinces de l'espace Grand Équateur. Il s'agit dans cette première phase des Gbadolite, Mbandaka, Gemena, Lissala et Bwende pour un total de 50 km d'éclairage public à pourvoir avec des lampadaires solaires. Walter Couille. Le quartier Matadi Mayo dans la commune de Mongafula risque de disparaître. 12 têtes d'érosion menacent cette partie de la commune de Mongafula. Sœur Marguerite Marie, habitante de ce coin de Kinshasa, lance un SOS. On est entouré de 12 érosions dans Matadi Mayo. Donc l'érosion que je parle maintenant, c'est ça qui vient de se produire récemment. Sans compter les 11 autres qui existent et qui ne font qu'évoluer. Beaucoup de personnes ont déménagé. Nous avons des écoles. Nos écoles, c'est vide. À l'hôpital, le malade, en cas d'urgence, où aller? Si nous pouvons avoir un point d'eau, peut-être le forage, si possible. Sinon, nous aider avec les sacs gîtes, les pelles, les bottes et peut-être les camions bennes, avoir de la terre jaune pour que les jeunes continuent à travailler. Si demain, j'ai 4 camions bennes avec les 20 sacs de gîtes que les jeunes venaient d'acheter, avec les 10 pelles que nous avons reçues de Maman Christine Feza, je vous prendrai des images comme quoi les motos passent, nos petits véhicules passent. Nous voulons que le gouvernement, que le président nous prenne en pitié. Matadi Mayo aussi fait partie de ces peuples d'abord pour nous trouver des solutions, peut-être à l'immédiat et à long terme, asphalter la route parce que la route n'est pas loin de la maison du général Kissimpia. Ce qui a provoqué l'érosion de l'entrée Kissimpia, c'est l'accident qui s'est fait au niveau de la nationale 1. Juste avant d'arriver en vrac, la route s'est cassée suite au pluie diluvien du 12 au 13. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Ce journal est complètement terminé. Mise en onde Chris Bivoula. Merci à Théolus Aquino et Patrick et Dani Zayobi qui ont permis la diffusion de ce journal sur YouTube. Merci à Patrick Afalé qui est à la fois à la rédaction et à la réalisation. Merci à vous d'avoir bien voulu nous écouter. L'actualité continue sur l'application Top Congo et les réseaux sociaux. À très bientôt. 5 éditions, 18 bulletins d'information. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Une rédaction en contact permanent avec ses auditeurs. 080 812 812. Information avec Top Congo FM 24h sur 24, 7 jours sur 7. Ce journal vous a été proposé par Equity BCDC.